Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la nécessité de s'acheter une voiture et puis de tous les éléments qui englobent ça. Donc, la première question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi s'acheter une voiture? Par exemple, quand nos parents nous voient, nous jeunes, en Amérique du Nord avec des voitures, en fait, ils pensent qu'on s'achète des voitures principalement pour frimer, alors que c'est pas vraiment ça, c'est une nécessité. Parce que contrairement à votre pays, qui est probablement un petit pays, c'est-à-dire un pays de probablement moins de 500 000 km², faut pas oublier que le Canada, les États-Unis et le Mexique, en fait, sont des pays avec de grandes superficies. Par contrairement aux pays d'où vous venez probablement, en fait, les choses ne sont pas vraiment concentrées, c'est-à-dire que les villes sont assez éparpillées. Parce que je me rappelle la première fois quand j'étais à Toronto et puis quand on s'est baladé dans la ville, j'étais assez surpris de voir comment la ville était grande, en fait. Parce que je me suis demandé, mais pourquoi une ville de 2 millions d'habitants est aussi grande que ça? En dehors des grandes villes qui sont Toronto, Montréal, Vancouver, les transports en commun, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que vous allez beaucoup galérer. Et puis, il y a également des villes dans lesquelles il n'y a carrément pas de transport en commun. Comme par exemple au Nouveau-Brunswick, il y a les transports en commun à Moncton, à Saint John. Fredericton, je ne suis pas sûr, qui est la capitale de la province. Je ne suis pas certain qu'il y ait des transports en commun. Mais juste pour vous dire que si vous partez dans une autre ville que celle-là, en fait, il n'y a pas de transport en commun. Donc, la nécessité de s'acheter une voiture pourrait être là. Et même quand vous vivez également dans les grandes villes, dépendamment de l'endroit où vous travaillez, parfois c'est pas vraiment accessible à un transport en commun. Et peut-être dans ton pays, c'est normal de prendre un taxi, mais crois-moi que dans les sociétés occidentales, en fait, c'est pas n'importe qui prendra un taxi tous les jours. C'est-à-dire que pour une distance que tu devrais par exemple parcourir en 10-15 minutes, on pourrait te sortir une facture d'environ $20. Et imagine que tu dois aller travailler, tu ne paieras pas $40 tous les jours. C'est que une grande partie de ton salaire, en fait, ira dans les frais de transport. Déjà, il faut savoir qu'il y a différentes options pour s'acheter une voiture. Vous pouvez soit financer votre véhicule, vous pouvez le louer, vous pouvez l'acheter cash. Dans le cas du financement, c'est que généralement, vous allez pouvoir financer votre véhicule auprès de votre concessionnaire. C'est-à-dire que votre concessionnaire a généralement une liste d'institutions financières chez qui il peut vous envoyer pour vous dire que là-bas, tu pourras avoir un prêt à, par exemple, tel taux, dont l'institution financière te dira à quel taux est-ce qu'ils peuvent te prêter de l'argent pour que tu puisses acheter cette voiture-là. Donc, ce qui fait que tu n'as pas vraiment besoin d'avoir un montant d'argent cash dès le départ pour pouvoir t'acheter cette voiture. Et c'est également pareil avec la location, c'est-à-dire que tu n'as pas forcément besoin de déposer un montant dès le départ quand tu veux avoir cette voiture-là. Et quelque chose que je vais préciser, c'est que si jamais tu es étudiant, tu ne pourras pas généralement financer une voiture par toi-même. Et si tu as par exemple un statut de résident temporaire, c'est-à-dire que tu n'es ni résident permanent ni citoyen canadien, le taux auquel on pourrait te prêter de l'argent pour pouvoir financer ta voiture, ou même le taux auquel tu vas louer ta voiture, en fait, pourrait être plus élevé parce qu'on va estimer que tu es une personne à risque et qu'on n'est pas sûr que tu seras encore au Canada dans un an ou deux. Et puis, ce que certaines personnes font souvent, comme par exemple les étudiants, c'est que pour arriver à financer leur voiture, peut-être s'ils ont un oncle ou une tante qui est résident permanent, la personne va co-signer avec eux. Ou même quand tu es étudiant, tu n'as pas suffisamment de revenus. Si tu as quelqu'un qui est par exemple travaillé déjà, la personne peut co-signer avec toi. C'est-à-dire que si toi tu fais défaut de paiement, en fait, c'est la personne qui va se charger de rembourser pour toi. Dans le troisième cas de figure, on a le fait de pouvoir payer cash en fait pour son véhicule. Et je vais m'attarder davantage sur ça puisque je sais que la plupart de ceux qui me regardent vont acheter des véhicules d'occasion. Mais j'ai parlé du cas de la location et du financement, mais personnellement, ce ne sont pas des choses que moi je ferais. Parce que par exemple, dans le cas de la location, en fait, c'est que à la fin du contrat de location, si par exemple le contrat est de 5 ans, tu dois remettre le véhicule au concessionnaire. Donc, c'est-à-dire que tu peux parfois payer des montants comme $200, $300 par mois pour un véhicule qui ne va pas t'appartenir au final. Et dans le cas du financement, on te prête de l'argent avec un certain taux d'intérêt. Et moi, au stade où je suis dans ma vie, en fait, je préfère ne pas prendre des crédits de consommation. C'est-à-dire que pour moi, financer un véhicule ou financer un téléphone portable, c'est pas vraiment des options qui m'enchantent et je préfère acheter cash. Donc, dans le cas du cash, vous pouvez vous acheter votre voiture, par exemple, neuve cash, ou tout comme vous pouvez acheter une voiture d'occasion cash. Et dans le cas du financement et de la location, vous pouvez également avoir des voitures déjà utilisées. Dans le cas d'une voiture achetée cash d'occasion, il y a quelques détails que vous devez toujours vérifier, comme par exemple faire l'inspection du véhicule. Donc, il y a des garages qui sont agréés qui pourront faire l'inspection de votre véhicule. Donc, une fois que tu as vu l'acheteur, tu lui as dit que tu es intéressé par son véhicule, avant de donner de l'argent pour acheter son véhicule, tu dois lui dire que moi, je vais faire inspecter le véhicule pour être certain que le véhicule n'a aucun souci. Donc, vous allez prendre la voiture et vous allez aller dans un garage. Et puis, ce qu'on va faire dans le garage, c'est qu'on va brancher des machines sur la voiture. Et puis, on va tester la voiture avec des machines, en fait. Et à la fin, le garage va te sortir une liste de pannes que la voiture peut avoir. Et puis, parfois, ça arrive même qu'une fois qu'il te sorte la liste des pannes, en fait, et qu'il
et qu'ils te disent à combien est-ce qu'on peut réparer toutes ces pannes-là. Parce que bien évidemment, qu'ils te sortent la liste des pannes, ils te sortent également une facture à côté pour te dire que si tu veux qu'on répare toutes ces pannes-ci, voici ce que ça va coûter. Et parfois, ça arrive que les pannes que la voiture a sont supérieures au prix qu'on te demande pour la voiture. Donc, tu comprends que dans ce cas-là, ça ne vaut pas la peine d'acheter la voiture. Et puis, tu peux également te servir de ça même pour négocier le prix, pour dire au vendeur que, hey, regarde, ta voiture a tel nombre de pannes, on pourrait par exemple faire 50 et 50 en fait. C'est-à-dire que si la facture c'est par exemple 1000 dollars pour les réparations et que tu devais acheter la voiture à 3000 dollars, tu peux lui dire que tu peux plutôt me vendre la voiture à 2500 dollars puisque moi j'aurai des réparations à faire sur la voiture par la suite. Si bien évidemment c'est une voiture qui t'intéresse. Donc, toujours faire ça. Même si la personne vous dit qu'elle a déjà fait l'inspection et qu'elle vous montre la preuve d'inspection, n'acceptez pas. Amenez toujours la voiture chez votre garagiste pour faire l'inspection. Parce que je peux vous prendre le cas de l'un de mes camarades de classe qui était parti acheter une voiture au Québec. Et une fois qu'il a quitté le Québec pour revenir au Nouveau-Brunswick, en fait, la voiture a arrêté de rouler subitement. C'est-à-dire que le moteur était complètement bousillé. Il avait acheté la voiture, je pense, bien environ 3000 dollars. Et puis, une fois qu'il a amené la voiture chez le garagiste, on lui demandait environ 3000 dollars pour arranger le moteur. Donc, vous vous rendez compte que la panne qu'il y a eu sur la voiture, quelques heures après qu'il a acheté la voiture, était équivalente au prix de la voiture. Et une fois de plus, lui n'a pas fait l'inspection parce que la personne chez qui il a acheté la voiture au Québec, c'était un noir qui l'a séduit dans l'histoire où on est frère et qui lui a dit qu'il avait déjà fait l'inspection jusqu'à lui montrer les papiers de l'inspection qu'il avait fait. Sauf que n'oubliez pas que le vendeur peut aller faire l'inspection chez son frère, il peut aller faire l'inspection chez son bon garagiste qu'il connaît depuis des années. Et puis, le garagiste va mettre ce qu'il veut sur la machine. Donc, même quand vous partez le faire, en fait, ne partez pas chez le garagiste que la personne va vous recommander, mais choisissez votre propre garagiste, même un garagiste au hasard. Juste que vous sauriez que c'est quelqu'un de neutre qui va pouvoir faire les choses comme il faut. Mon camarade de classe avait choisi d'acheter sa voiture au Québec parce que au Québec, les voitures sont généralement moins chères qu'au Nouveau-Brunswick. Et je pense que c'est également le cas en Ontario où les voitures sont moins chères qu'au Nouveau-Brunswick parce que au Nouveau-Brunswick, on doit faire l'inspection des véhicules tous les 2 ans. Donc, imaginez que tous les 2 ans, en fait, les gens ont des choses à réparer sur leur voiture. Alors qu'au Québec, il n'y a pas cette restriction-là, par exemple. Ce qui fait en sorte que puisque les gens du Québec réparent moins souvent leurs voitures que nous, en fait, ce qui fait que automatiquement, les voitures sont plus chères ici. Donc, parce que si moi, j'ai fait des réparations sur ma voiture, il y a de cela 1 an, des réparations qui m'ont coûté 2000 dollars, vous allez bien comprendre que moi, je ne vendrai pas mon véhicule au prix de quelqu'un qui n'a fait aucune réparation. Parce que quand vous partez faire l'inspection, en fait, et qu'ils examinent votre voiture, c'est pas forcément que les éléments qui vous demandent de remplacer sont déjà complètement morts. Mais peut vous dire, par exemple, que cet élément-ci, on voit qu'il ne survivra pas pendant les 2 prochaines années. Donc, il faut le remplacer dès à présent. Et c'est quelque chose qui est obligatoire par la province. Donc, c'est une règle de la province. Donc, si jamais un policier vous attrape et qu'il voit que vous avez une plaque Nouveau-Brunswick et qu'il voit que vous n'avez pas la vignette d'inspection, on vous donne une amende. Donc, une fois que vous avez acheté votre voiture, en fait, la transaction ne se fait pas tout juste avec la personne qui vous vend la voiture. Mais après, vous devez mettre les papiers de la voiture à votre nom. Et pour mettre les papiers de la voiture à votre nom, au Nouveau-Brunswick, par exemple, vous allez devoir partir à Service Nouveau-Brunswick. Et c'est là-bas que ça va se faire. Au Québec, je sais que c'est la SAC qui gère ça. Donc, lorsque vous allez partir à Service Nouveau-Brunswick ou à la SAC dans le cas du Québec, c'est que la province maintenant va vous dire que puisque vous achetez cette voiture-là et puisque vous voulez qu'on mette le nom, on met la voiture à votre nom, maintenant vous devez payer la taxe. Tout ne se limite pas au prix que vous payez pour la voiture. Et je sais qu'au Nouveau-Brunswick, par exemple, c'est qu'ils ont un certain registre où ils ont des véhicules déjà enregistrés et même des véhicules usagés. C'est qu'ils vont ouvrir leur registre. Ils vont regarder leur registre et ils vont par exemple estimer que puisque ta voiture c'est par exemple une 2010 et que actuellement en 2022 on estime que ta voiture vaut tel montant et sur ce montant-là en fait tu dois payer environ 15% de taxes. Ça c'est le cas du Nouveau-Brunswick. Pour le Québec, je ne sais pas exactement quel est le montant de la taxe, mais ce qui est sûr est que vous allez devoir payer une taxe pour qu'on puisse mettre la voiture à votre nom. Donc pour vous donner un exemple, c'est que si votre voiture vous a coûté 5000 dollars par exemple, la taxe que vous allez payer à Service Nouveau-Brunswick sera d'environ 800 dollars. Une fois que vous avez fait ça, et même de toute façon pour pouvoir aller mettre la voiture à votre nom, il y a un papier qu'on demande toujours qui est l'assurance. Donc vous devez assurer votre voiture avant de partir à la SAC ou à Service Nouveau-Brunswick pour pouvoir la mettre à votre nom. Même si la voiture n'est pas encore à votre nom, on vous demande d'avoir une assurance sur ce véhicule-là à votre nom pour que eux ils puissent faire les changements. Et l'assurance c'est quelque chose que vous devez également prendre en compte parce que pour vous qui avez des permis de conduire étrangers et si vous voulez vous faire assurer au Nouveau-Brunswick, c'est très certain que votre facture d'assurance sera supérieure à 200 dollars. Et je vous parlerai plus tard en fait des différentes options d'assurance que vous pouvez prendre. Mais ce que je vais vous dire c'est que l'assurance et ta plaque d'immatriculation doivent être de la même province. Donc tu ne peux pas avoir une assurance du Nouveau-Brunswick et puis ta plaque d'immatriculation est Québec. Quand la police va te prendre,
tu risques de te prendre une amende. Donc, ta plaque d'immatriculation et ton assurance doivent être du même endroit. Et je pense que l'un des endroits où l'assurance est le moins cher au Canada, c'est le Québec. Ce qui fait que parfois, beaucoup d'étudiants, en fait, même quand ils vivent en Ontario ou ils vivent au Nouveau-Brunswick, c'est que vous allez voir qu'ils ont parfois des plaques Québec et puis ils ont des assurances, bien évidemment, au Québec. Et c'est quelque chose de légal parce qu'on estime que tu peux être en train d'étudier dans une province différente de où ta famille vit. Et on va estimer que, par exemple, tous les week-ends, tu as l'habitude de rentrer dans ta famille, donc ta résidence principale dans ce cas-là sera au Québec si ta famille vit au Québec. C'est pour ça que même si tu étudies au Nouveau-Brunswick ou en Ontario, on te permet d'avoir une plaque Québec. Et je pourrais vous expliquer de façon logique pourquoi l'assurance est moins chère au Québec, parce que c'est pas juste une histoire de hasard. Quand vous prenez l'assurance est censée vous couvrir en fait pour tous les dommages qui peuvent arriver au véhicule, si vous avez pris cette option-là, ou pour les dommages que vous allez causer à d'autres personnes, parce que c'est principalement pour ça que l'assurance est là automatiquement, c'est pour s'assurer que vous pouvez payer les dommages que vous allez causer à d'autres personnes avec votre véhicule. Donc, l'assurance est obligatoire sur un véhicule à cause de ça. Vous pouvez choisir de juste avoir la responsabilité civile sur votre véhicule ou être assuré un côté. C'est la façon vulgaire dont on a l'habitude de le dire, un côté. C'est-à-dire que on ne va que couvrir les dommages que vous causez à d'autres personnes avec votre véhicule. Ou, dépendamment si vous estimez que votre véhicule vous a coûté cher, vous pouvez également assurer. Vous pouvez également prendre d'autres couvertures en fait qui vont couvrir votre propre véhicule. Parce que pour savoir si vous devez prendre ça ou pas, la question que vous devez vous poser c'est: est-ce que si j'ai un accident et que mon véhicule est une perte totale, est-ce que je me sens capable en fait d'acheter un autre véhicule? Si vous avez l'impression que non, je vous conseillerais d'assurer également votre véhicule. Mais si vous avez l'impression que votre véhicule ne vaut rien de toute façon et que vous allez tout simplement acheter un autre, dans ce cas, couvrez-vous juste pour les dommages que vous pouvez causer à d'autres personnes avec votre véhicule. Et une fois de plus, pour revenir au prix, je vous disais tantôt que si vous voulez assurer votre véhicule et puis les dommages également que vous causez à d'autres personnes au Nouveau-Brunswick, c'est très certain qu'avec votre permis étranger, votre facture d'assurance sera supérieure aux 200 $. Peut-être même qu'on ira vers les 300 $ par mois, parce que je suis en train de parler en termes de prix par mois. Parce qu'il faut savoir que l'assurance n'est pas moins chère au Canada. Donc, également, ça fait partie des choses que vous devez prendre en compte. Et une fois de plus, si vous n'avez pas déjà un permis de conduire et que vous pensez que vous aurez une voiture ici, ou même en général, ce serait une bonne idée de le faire avant de venir au Canada parce que le fait d'avoir un permis de conduire déjà étranger va vous faciliter l'obtention du permis de conduire canadien. Pour ceux qui ont par exemple des permis de conduire européens, pour eux, je sais que ce sera bien plus facile. C'est-à-dire qu'ils vont juste venir. Pour la plupart, ils vont montrer les permis de conduire en fait européens. On va les changer pour leur donner un permis de conduire canadien. Mais pour vous qui avez des permis de conduire africains, je dirais en général, je pense que l'Afrique du Sud pourrait sortir de l'eau. Mais je sais que pour la plupart des pays africains, en fait, vous allez devoir faire le test écrit et devoir refaire la pratique. Mais à l'avantage que puisque vous avez un permis étranger, en fait, on ne vous donnera pas les délais qu'on donne généralement aux personnes qui n'ont pas de permis. Parce qu'au niveau Brunswick, par exemple, si vous n'avez pas de permis, vous devez d'abord réussir la théorie et après vous pouvez venir faire la pratique 10 mois ou un an plus tard, dépendamment de si vous avez fait l'auto-école ou non. Et puis, au Québec, par exemple, faire l'auto-école est obligatoire. Et au Nouveau-Brunswick, par exemple, pour faire l'auto-école, c'est environ 800 $. Bon, ça peut changer dépendamment des endroits. Mais quand je m'étais intéressé à ça par le passé, c'était 800 $. Pour l'endroit, j'avais pris les renseignements. Pour le Québec, je ne sais pas exactement, mais il faut savoir que si vous n'avez pas de permis de conduire, que vous voulez faire le permis de conduire au Québec, l'auto-école est déjà obligatoire là-bas. Et ça pourrait être des coûts supplémentaires, alors que je suis presque certain que pour la plupart des pays africains, en fait, faire l'auto-école et obtenir un permis de conduire va vous coûter moins que ce qu'on va vous demander ici. Donc, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura été utile. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager à d'autres personnes que ça pourrait aider. Et si vous avez des questions, là-bas, de commentaires est ouverte. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!